Alors bonjour Laura, Bonjour. bienvenue dans ce podcast. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui pour cette interview, cette discussion plutôt, où on va parler pas mal du burn-out et un petit peu de ton histoire aussi avec ce sujet. Et justement, je voulais savoir si tu pouvais peut-être te présenter déjà en quelques mots, simplement qui tu es, d'où tu viens, etc. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Du coup, moi, je m'appelle Laura, j'ai 32 ans. J'habite à Paris depuis une dizaine d'années, mais à l'origine, je viens du sud de la France. J'ai passé environ une dizaine d'années à bosser en marketing dans des grands groupes. J'ai un parcours hyper classique de prépa, école de commerce et donc ensuite 10 ans en marketing. Et l'année dernière, donc, j'ai vécu un burn-out et ça a un peu changé à la fois ma vision des choses et ma trajectoire professionnelle, puisque je l'ai pris comme un signe que je devais changer de vie. Et j'ai passé pas mal de temps au départ à pas trop comprendre ce qui m'arrivait et donc pas trop en parler. Et finalement, avec un peu de recul, j'ai décidé d'en parler au contraire, assez largement et assez librement. Et c'est pour ça que j'ai créé donc un projet qui s'appelle Un cadeau mal emballé, c'est plusieurs médias, à la fois un site, un podcast et un compte Instagram sur lesquels je parle du burn-out. Je raconte mon histoire, mais je raconte aussi l'histoire d'autres personnes qui passent par là, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui passent par là. Et mon objectif, voilà, c'est de montrer que parfois, les épreuves comme ça peut vraiment être ce que j'appelle du coup des cadeaux mal emballés de la vie. C'est-à-dire, en fait, sous couvert d'un truc pas très rigolo, des opportunités de transformer sa vie. Et donc voilà, c'est ça que je fais aujourd'hui. Super. J'aime beaucoup l'idée du cadeau mal emballé. On y reviendra, cette idée des épreuves et du bien qu'on peut en retirer finalement de quelque chose de difficile. C'est vachement intéressant. Et donc toi, ton histoire avec ce burn-out, c'était il y a un an à peu près, hein, c'est ça, tu m'as dit. Ouais, Et donc tu travaillais à ce moment-là. ouais, tout à fait. J'ai en fait j'ai la chance d'avoir eu un parcours sans accroche où j'ai fait des bonnes études, j'ai trouvé un boulot tout de suite et ça s'est toujours plutôt bien passé dans le travail. Euh, j'ai une nature assez impliquée dans tout ce que je fais, donc je bossais pas mal et je me plaisais bien dans ce que je faisais. En tout cas, c'est ce que je pensais. Euh, et en fait, effectivement, l'année dernière, je me suis mariée l'été dernier. Donc, j'étais dans une phase de ma vie personnelle où tout allait bien, même si je pense que j'avais eu pas mal de fatigue dans les mois qui ont précédé mon mariage, parce que c'est quand même beaucoup d'organisation. Et je venais de commencer un nouveau boulot la même année. Donc, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup donné entre janvier et juillet l'année dernière et sans forcément m'en rendre compte. Et en fait, c'est au retour de mon voyage de noces, donc à la rentrée 2019, donc il y a un tout petit peu plus d'un an, que j'ai commencé à pas me sentir très bien physiquement, sans savoir qu'est-ce qui se passait. Moi, j'avais jamais eu de moments comme ça. J'ai plutôt tendance à avoir beaucoup d'énergie, à me lever très tôt, à faire beaucoup de choses. Donc, Mhm. j'ai commencé à avoir des gros coups de fatigue, avoir beaucoup envie de pleurer. Et j'avoue que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai mis au moins un mois et demi avant de vraiment m'inquiéter, entre guillemets, parce qu'au départ, je me disais, c'est la rentrée, je suis fatiguée, je sais pas, je me trouvais plein de petites raisons qui pouvaient expliquer une fatigue passagère. J'ai essayé d'appliquer mes petites recettes habituelles de coups de fatigue, des trucs hyper basiques, mais dormir plus, faire du sport, manger Ouais, les mieux, classiques. me coucher tôt. Et en fait, fin octobre à peu près, l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'allait vraiment pas. Et donc, j'ai commencé à m'inquiéter. Et, euh, et comme je suis assez rationnelle et accessoirement fille de médecin, je me suis tout de suite dit, bon, j'ai un problème de santé en fait. Ouais, Donc, j'ai commencé à aller, je suis allée voir un médecin. J'ai expliqué que je faisais que pleurer, que j'arrivais plus très bien à dormir, que j'arrivais plus très bien à manger. Et on a commencé à lancer plein de bilans sanguins pour regarder en fait si j'avais pas un problème. Et moi, je me suis vraiment persuadée à ce moment-là que j'avais un problème. Notamment, je pensais à des problèmes de thyroïde parce que j'avais lu que, alors je ne connaissais même pas, hein, mais j'avais mhm, lu que voilà, des fatigues très intenses comme ça, des larmes, ça pouvait être hormonal en fait. Et ouais. donc, je me suis dit, voilà, j'ai un problème hormonal, on va me découvrir une maladie.
Et à la fois, ça me faisait peur et en même temps, j'avais un peu envie qu'on trouve ce que j'avais pour le résoudre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a rien trouvé. Mes résultats, ils étaient bons, mais je me sentais pas mieux pour autant. À ce Et moment-là, du tu étais coup, j'ai vraiment continué. fixé sur quelque chose de physique, quoi. C'était ton corps Ouais, qui réagissait mal et c'est pour c'était ça que tu mon te sentais corps mal. qui Ok. réagissait mal, effectivement. C'était mon corps qui allait pas bien. Dans ma tête, j'étais complètement encore focus sur mes objectifs de l'époque, à Mhm. savoir, moi, j'avais tout mon plan un peu de vie dans ma tête et du coup, ça se passait très bien dans mon boulot. Donc, j'avais pour projet de rester encore une année, puis de changer de poste au sein de ma boîte, donc d'être promue. Et en fait, j'étais un peu dans cette dynamique-là. Et j'avais pas du tout envie que quelque chose vienne se mettre dans les rouages, quoi. Donc, pour moi, c'était hors de question qu'il se passe quelque chose dans ma tête. Et donc, du coup, je mettais tout sur le physique. Et en fait, en novembre, j'ai senti que ça dégénérait parce que finalement, en fait, je dormais plus bien depuis longtemps. Et quand tu dors pas bien pendant énormément de jours d'affilée, en fait, ton corps ne récupère plus. Et donc, je me retrouvais dans un état de fatigue ultra avancé. Et en plus, je faisais pas le lien avec le travail à ce moment-là. Je Ok. me disais, c'est généralisé, je me sens mal tout le temps. Parce qu'en fait, le week-end, je me sentais pas mieux que la semaine. Je pleurais autant, je dormais aussi mal. Et donc, je me disais, il y a quelque chose de généralisé à ma vie qui va pas et Mhm. je ne sais pas ce que c'est. Euh, et donc voilà, donc j'ai commencé à quand même voir un médecin, être suivie même par un psychiatre, parce que je sentais bien que toute seule, j'allais pas y arriver. Et donc, pendant le mois de novembre et début de décembre, j'ai vu ce médecin qui, de plus en plus, me disait qu'il allait probablement falloir arrêter d'aller travailler le matin. Et c'était quelque chose que moi, j'étais pas prête à entendre parce que Ouais. j'avais plein de boulot que je faisais pas très bien du coup parce que j'étais très fatiguée. Du coup, ça s'accumulait d'autant plus. Et j'étais dans ce truc dans une sorte de personnage qui est un peu parfait. Voilà, moi, je voulais rester la super professionnelle dont tout le monde dit qu'elle cartonne, mais aussi la super épouse et la super amie. Je ne voulais pas du tout lâcher sur aucun de ces personnages-là que je jouais quand même très très bien depuis 31 ans. Oui, sur ce Et qu'était ta donc, vie, hein, finalement. ouais, ce qui était ma vie, mais finalement, qui était difficile à tenir tous ces rôles-là. Et au Mhm. final, j'ai finalement accepté d'être arrêtée. Disons vraiment quand mon corps a plus pu aller plus loin, où vraiment je me suis fait peur en fait. Je me suis dit là, j'ai envie que tout s'arrête. Et quand je dis tout, c'est pas juste le travail, c'est que vraiment j'avais des idées noires. Je me disais en fait, j'aime plus manger, j'aime plus dormir, j'aime plus voir les gens, j'aime plus travailler. Mon cerveau ne marche plus et ça m'a fait très très peur parce que Ouais. mon cerveau, j'avais l'impression que c'était mon bien le plus précieux. Et là, le fait de plus réussir à réfléchir, de plus retrouver la mémoire, de faire des lapsus à l'écrit, à l'oral, tout ça qui était des conséquences en fait du manque de sommeil. Mais vraiment, je me suis fait très peur en me disant mais mon cerveau marche plus et j'aime plus la vie en fait parce qu'il n'y avait plus rien qui me faisait plaisir. Et donc, bah, je pense que ça a un peu alarmé à la fois mes proches et mon médecin qui m'ont dit en décembre, en fait, là, c'est plus possible. Et moi-même, je me suis rendu compte que c'était plus possible, en fait, si tu veux, j'en étais au point où quand je traversais un passage piéton, je me disais que si je pouvais me faire renverser, ça résoudrait des trucs, quoi. Ça Ouais, m'enverrait à l'hôpital et au moins on arrêterait de me demander des choses, quoi. c'est la pente, hein. Donc voilà, c'était très dur, mais finalement, j'ai été arrêtée à peu près mi-décembre de l'année dernière. Et ça m'a sauvé la vie. Parce que finalement, ça a été très dur d'accepter. Mais dès le premier jour où j'ai envoyé mon arrêt de travail, donc c'était mon premier arrêt de travail de toute ma vie à peu près, Mhm. c'est un arrêt de travail d'un mois directement. Et le jour où je l'ai envoyé, le soir même, j'ai redormi 8 heures d'affilée, comme si tout ça n'était La jamais arrivé. libération. Après 3 mois à n'avoir pas fait une nuit complète. Ah ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, sacrée chute alors que tu as eu pendant quelques temps. Ouais. Et justement, quand tu chutes comme ça, à quel moment, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, non, là ça va pas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre en fait, c'est pas du tout ce que j'attends de la vie, c'est pas du tout l'état dans lequel je veux être de manière quotidienne en fait, dans mon présent.
Il y a eu un moment comme ça où tu t'es dit: «C'est là le moment où je change de voie»? Il a mis du temps à venir ce moment-là parce que, Mmh. j'étais plutôt dans une optique, inconsciemment, mais quand j'ai commencé à sentir que ça partait, en live, je me suis dit: «Il faut que je cache» et donc mon objectif initial, c'était plutôt de cacher qu'il se passait quelque chose en espérant, si tu veux, rattraper, sauver les meubles. Donc au boulot, je faisais un peu semblant et c'est pour ça que c'était très important pour moi d'y aller, même si en soi je ne faisais pas, je n'abattais pas la quantité de travail que je pouvais abattre quelques mois avant et ça allait forcément se voir au bout d'un moment. C'était très important pour moi de faire acte de présence. C'était très important pour moi que mes proches s'inquiètent pas trop, donc je cachais énormément. Et en fait, ce qui a fait que je me suis arrêtée, en toute honnêteté, c'est plutôt les autres que moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, OK. j'ai vu dans le regard des autres que les gens avaient peur. Euh, Mon médecin m'avait quand même pas mal alerté. Mon mari était assez inquiet. Et en fait, un soir, j'ai fait une soirée avec les gens du boulot. Et avec un petit verre dans le nez, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, du coup, qui ont osé venir me voir pour me dire en fait, on a peur pour toi. Euh, et c'était très gentil, c'était vraiment, on adore bosser avec toi, tu nous as appris plein de trucs. C'était des gens de mon équipe qui m'ont dit, en fait, là, on a peur. Et ça m'a fait un déclic ce jour-là. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, en fait, j'ai cette idée qui tournait en boucle, que j'étais en train de foutre ma vie en l'air, que Mmh. j'allais tout gâcher, en fait. Et c'est là seulement que j'ai accepté de dire, bah, en fait, tant pis, je vais devoir dire que j'arrête d'y aller. J'ai dû quand même envoyer du coup un arrêt maladie signé par un psychiatre à mon entreprise, qui équivalait dans ma tête à envoyer mon arrêt de mort concrètement. Mais si tu veux, c'est un instinct vraiment de survie qui m'a fait dire stop. C'est juste, c'est ça où en fait, je vais pas continuer. Donc ça a été très très brutal en fait comme déclic. Ouais, c'est intéressant. Parce que finalement, c'est ce qui est le plus difficile, c'est que quand on est sur cette pente ou sur cette espèce de toboggan, on fait que glisser, 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 glisser. Le plus dur, en fait, c'est de trouver ce petit coup de pied aux fesses, on va dire comme ça, ce petit déclic qui permet, en fait, de remonter parce que remonter la pente, c'est pas forcément toujours facile. Des fois, c'est plus facile de se laisser glisser que de se rattraper à quelque chose et de faire l'effort de remonter, en fait. Si tu veux, pour moi, il y a deux choses. C'est déjà arrêter de glisser. Dans mon cas, ça n'a été vraiment que un instinct de survie. En fait, de se dire, Mmh. ça sert à rien que j'ai un. Enfin, tu vois, à un moment donné, je mettais en balance le fait de continuer à pouvoir aller faire mon travail et faire semblant et le fait d'être vivante. Et je me demandais qu'est-ce qui était le plus important. Et c'est là que vraiment Ouais. je me suis dit, en fait, si tu n'es pas vivante, par principe, tu ne peux pas aller travailler et faire semblant. Donc, commence par ça. Mais si tu veux, une fois que j'ai arrêté de tomber, je suis pas remontée pour autant tout de suite. Et je pense que ça, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est de penser que parce que je m'étais arrêtée, alors ça allait aller mieux. C'est-à-dire Ouais. que je me suis arrêtée la semaine avant Noël, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que psychologiquement, le fait de savoir que c'était les vacances de Noël et que du coup tout le monde ne travaillait pas et que c'était pas que moi, ça m'a déculpabilisée. Donc voilà, j'avais vraiment poussé jusqu'au bout, mais si tu veux, j'ai passé toutes les vacances de Noël du coup à dormir, à enfin récupérer du sommeil. Et du coup, en fait, quand tu redors, très vite, le corps, il refonctionne. Donc j'ai recommencé à manger, j'ai repris un tout petit peu de poids, et du coup, ça assez vite, au bout de 15 jours, je me suis sentie nettement mieux déjà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est reparti alors. Et j'avais pas dans l'idée de retourner au boulot parce que de toute façon, j'avais un arrêt d'un mois. Mais au bout de 15 jours d'arrêt, je me suis dit, il faut que je m'occupe. Et là, j'ai lancé une tonne de projets. En fait, j'ai fait la Laura de d'habitude, sauf que j'allais pas au boulot. Mais donc, je suis devenue bénévole dans une association. Ah, tu J'ai dit à transféré une autre copine qui part, venait quoi. de monter sa boîte que j'allais aider un jour par semaine. Mmh. J'ai contacté une boîte qui bossait dans un domaine qui m'intéressait pour les aider aussi. Je m'interrogeais quand même sur le fait de me reconvertir. Donc, du coup, j'avais l'idée peut-être de devenir kiné. Donc, j'ai commencé à faire un stage avec mon kiné. Et en fait, ce qui était difficile, c'est que dans mon entourage, il y avait à la fois des gens qui malheureusement m'encourageaient dans cette spirale en disant ah, on retrouve enfin la vraie Laura, c'est plein de choses et tout ça.
Et heureusement, il y avait aussi des gens qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, c'était n'importe quoi. Que si j'étais arrêtée, c'était parce qu'il fallait que j'arrête de fonctionner comme ça. Et que certes, il y avait probablement une partie de fond dans mon problème, c'est-à-dire que au travail, je n'aimais plus les sujets sur lesquels je travaillais, je n'aimais plus l'ambiance et je pense que j'avais besoin de changer de voie, effectivement. Ça, c'est le fond. Mais il y avait aussi la forme, en fait, cette façon de donner tout 15 heures par jour et de terminer avec zéro batterie le soir parce que je donne toute mon énergie sans jamais en préserver pour moi. En fait, là, fin janvier, je me suis pris une deuxième claque qui est non, non, tu ne vas pas remonter la pente comme ça en 2 secondes en claquant des doigts. Ça marche pas comme ça, en fait. Et du coup, ça a été un peu le deuxième déclic, c'est de me dire, en fait, ça va être très long. Et je le constate encore aujourd'hui, tu vois, parfois ça me fait vraiment peur, mais en réalité, on est en octobre et ça fera bientôt 10 mois que j'ai pas travaillé. Et je suis encore en train de travailler sur moi, en fait. Mmh. C'est ça, c'est un vrai travail de fond finalement, parce que c'est assez facile de se dire, ok, j'ai fait un burn-out ou ouais, un burn-out et c'est à cause du travail, ou c'est à cause de telle chose, ou c'est à cause de trouver un Mm. responsable en fait, hein, que ça soit une personne ou que ça soit un événement ou peu importe, et de trouver cette espèce de bouc émissaire sur lequel on va mettre cette situation, alors qu'en fait, là je t'entends parler et finalement, si tu mets cette excuse uniquement sur ce point-là, tu auras tendance à peut-être trouver un autre bouc émissaire après et puis juste transférer sur autre chose. Alors que finalement, un des seuls moyens de réellement, peut-être je vais utiliser le mot le guérir, mais ça serait plutôt de retrouver un équilibre dans ta vie, ça serait vraiment de revenir sur soi et de comprendre d'où vient cette racine, en fait, que c'est peut-être quelque chose qui est dans tes comportements, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière d'interagir avec ton environnement et avec toi-même. C'est vraiment un travail de fond finalement. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, je ne crois pas que le travail puisse être le responsable d'un burn-out. Pour moi, le travail, c'est le déclencheur. Ouais. Pour plein de raisons différentes. Dans mon cas, je pense que c'est vraiment une perte de sens. C'est-à-dire Mhm. que j'ai travaillé dans le domaine de la grande consommation. Donc, en fait, mon but, quand tu fais du marketing en grande conso, concrètement, tu es là pour vendre plus de produits à des gens qui n'avaient pas pensé qu'ils avaient besoin de ton produit. Et globalement, enfin, en tout cas, c'est la vision que j'en avais au moment de partir et qui, du coup, était très difficile pour moi parce que j'essayais d'être bonne élève comme toujours, donc de faire très très bien mon travail, qui était devenu un travail qui ne m'intéressait plus du tout, dans lequel je reconnaissais plus mes valeurs. Mhm. Donc, effectivement, ça a été le déclencheur. Pour d'autres, ça va être une charge de travail monumentale. Pour d'autres, ça va être un harcèlement de la part d'un collègue, d'un manager. Il y a plein de raisons pour lesquelles le travail, ça peut devenir le déclencheur. Mais pour moi, ça reste le déclencheur de quelque chose qui est né en toi et qui ne se guérit que en toi. Et effectivement, c'est dur à admettre parce que tu te dis, en fait, c'est inhérent à moi-même et j'ai écrit un article justement sur ce sujet qui s'appelle Pourquoi moi. Parce que vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à me dire pourquoi moi, mais c'est pas juste, mais moi Ouais. je ne mérite pas ça. Mais alors en fait, personne ne mérite ça. Et la réalité, c'est pourquoi moi, parce que j'ai un schéma de personnalité qui est typique des gens qui font un burn-out, ce qui ne veut pas dire que tous les gens comme moi vont faire un burn-out, mais en revanche, les gens qui font un burn-out, souvent, ils sont comme moi, c'est-à-dire des perfectionnistes qui se donnent à 200% dans tout ce qu'ils font, qui font passer toujours les besoins des autres, les objectifs des autres, ce que les autres voudraient faire avant les leurs. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Et c'est dur de se mettre à travailler sur soi à 32 ans quand on n'a jamais eu l'opportunité de le faire parce que Mhm. on a des problèmes. Moi, j'ai beaucoup de chance, mais dans ma vie, je n'ai pas connu beaucoup de situations difficiles. À la fois, c'est une chance, et en même temps, la première gamelle, quand tu te la prends à 32 ans, tu tombes de haut, en fait. Hein. Mhm. Après, c'est assez normal hein, que le travail, j'ai envie de dire que le travail, ça soit le déclencheur pour beaucoup de gens. On y passe la majorité de notre temps aussi. Donc forcément, c'est un petit peu le truc qui peut faire débloquer ça. Puis en même temps, ce burn-out, on a tendance, j'ai l'impression qu'on le diabolise pas mal, alors que finalement, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait pas le voir aussi comme une forme d'alarme, en fait, un système d'alarme qui se déclenche pas forcément chez tout le monde, mais parfois, quand il se déclenche, c'est aussi cette opportunité de pouvoir justement changer
de manière de voir les choses et de prendre une direction qui va peut-être avoir moins de conséquences parce que de toute façon, quand on est sur une voie qui nous convient pas ou qu'on est dans un comportement destructeur d'une manière ou d'une autre, hein, que ça soit pour notre santé physique, mentale ou peu importe, ou pour notre entourage, il y a un moment, les conséquences, elles vont venir, qu'elles soient tôt ou tard et l'impact de ces conséquences, elle va simplement dépendre de ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire que plus Mmh. tôt on s'arrête et plus tôt il y a ce système d'alarme où on peut plus en fait, où le corps il dit: «Bah non, en fait, tu m'emmènes quelque part où ça va pas, donc je te laisse plus le faire. J'arrête». Mmh. Shutdown du cerveau, tu dors plus, tu on pourrait un peu le voir comme ça ou est-ce que ça te parle ça? Est-ce Ouais, que c'est ça me parle complètement, mais c'est pour ça que j'ai appelé ce projet, «Un cadeau mal emballé», parce qu'en réalité, je considère effectivement que c'est une chance finalement. Hem, Au départ, j'ai été mmh très en colère paradoxalement contre mon corps. Un peu comme si je me dissociais de mon corps, que moi j'étais le mh. mental, parce que j'ai toujours été beaucoup dans le mental. Et c'est pour ça que je te disais, j'ai eu très peur quand j'avais l'impression que mon cerveau m'échappait, parce que j'avais un rapport au corps qui était très distancié. Pour moi, le Mmh. fait que mon corps maigrisse ou soit fatigué ou autre, c'était des choses que je ne prenais pas en compte. J'avais l'habitude que mon corps il fasse ce que je lui demandais. En Ouais. revanche, mon cerveau, c'est un peu, je m'identifiais moi au cerveau et quand mon Mmh. corps ne voulait pas dormir, je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était le corps qui ne voulait pas dormir, j'étais hyper fâchée en fait. Je me disais, mais pourquoi tu lui fais ça en fait? Et il y a plein de moments où je me suis dit, mais si seulement ça n'était pas arrivé. En fait, là, je serais encore dans mon boulot, avec mes collègues, j'aurais été promue peut-être, j'en sais rien. Et en fait, euh, effectivement, aujourd'hui, j'en suis arrivée à me dire, en fait, c'est une chance. J'ai aussi culpabilisé parce que j'étais jeune, parce que je me disais, j'ai beaucoup entendu que c'était assez peu courant en réalité de faire un burn-out à la trentaine. Souvent, c'est des gens un peu plus âgés. Et au début, OK, ça m'a ouais. culpabilisée, tu vois. Je me suis dit, Ouais. ah oui, j'ai tenu plus longtemps que moi. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, quelle chance, parce qu'en en fait, il me reste 30 ans à travailler, au moins. Et j'ai la chance d'avoir eu une alarme qui m'a directement dit attention, t'es pas sur ton chemin là. Et je le savais déjà un petit peu en réalité, puisque il y a 2 ans, j'ai eu une pause entre deux jobs pendant laquelle j'ai choisi de faire un bilan de compétences. OK, ouais. Parce qu'au fond, je savais déjà qu'en fait, j'avais toujours fait la bonne élève qui va en prépa parce que c'est là où vont les bons élèves, va à HEC parce que c'est ça que font les gens qui ont fait une prépa, va en marketing parce que c'est là qu'on est venu me chercher et me proposer un job et que le marketing, bah, c'est sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment choisi ma vie pro. Et donc, j'ai fait ce bilan de compétences dans lequel sont ressorties beaucoup de choses très intéressantes dans des voies complètement différentes, notamment autour de l'accompagnement, de la transmission, de l'éducation. Donc en fait, des métiers qui sont loin de celui que je faisais, Mmh. autour des autres. Et en fait, j'ai fait ce bilan de compétences, j'étais assez contente de ce qui en ressortait. Et j'ai pris un coup de panique. Je me suis dit, en fait, non, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas légitime. Je me suis mis plein de croyances limitantes là-dessus en disant que je ne pouvais pas le faire parce que ça me faisait peur. J'avais toujours été en CDI, je ne voyais pas comment j'allais me former à autre chose, me lancer à mon compte. Ça ne me paraissait pas possible. Et donc, c'est comme ça que je suis retournée dans une entreprise pour faire exactement la même chose qu'avant. Et l'ironie de la vie, c'est que en faisant exactement la même chose qu'avant, ce qui me semblait vraiment être un choix très safe, eh Mmh. bien, voilà, mon corps a dit stop. Et aujourd'hui, effectivement, je le remercie d'avoir dit stop parce que non seulement j'ai gagné du temps, entre guillemets, et en plus, le fait de l'avoir vécu dans ma chair, ça fait que je sais que je ne peux pas retomber dans ce piège-là. Parce que c'est une tentation quand même de reprendre un boulot socialement, en fait, de pouvoir dire à mes parents, à mes beaux-parents, à mes Mmh. amis que je bosse chez machin, qui machin étant une grosse boîte que tout le monde connaît. Ça, c'est rassurant pour moi. Mais en réalité, aujourd'hui, au-delà de la sécurité, je sais qu'en fait, je ne peux pas me refaire ça. Je ne peux pas envoyer mon CV demain dans une autre grosse boîte et recommencer parce que mon corps, il ne me laissera pas le faire. Et je le remercie pour ça. Ouais, c'est ancré. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi. Exactement. Ah ouais. Moi, la question que j'ai pour aller un peu dans le justement, tu as eu ça et maintenant on se demande un petit peu où tu en es, tu vois? Un petit peu le parcours, qui t'a amené à être aujourd'hui souriante et puis même si, bah, ça va pas et cetera, c'est normal, mais
ça va quand même mieux, je pense. En tout cas, tu as l'air d'avoir le Ouais. sourire, donc c'est déjà pas mal. Et quels sont un peu les est-ce qu'il y a des outils ou des choses en particulier que tu as implémentées dans ta vie qui t'ont permis de switcher justement de cette direction qui te menait vers ce burn-out et puis d'aller vers quelque chose qui était plus en adéquation? Tu as parlé justement de ce bilan de compétences, et cetera. Ouais. Il y a eu d'autres choses comme ça, des outils ou des méthodes ou quoi que ce soit? Je pense que la première chose qui m'a aidée, c'est la libération de la parole. En fait, c'est le fait de d'oser aborder ce sujet, d'abord auprès de mes proches, et puis aujourd'hui bah, très largement, parce que j'ai quand même choisi de l'écrire sur Internet, de partager ça sur mon LinkedIn. Tu vois, c'est quand même. Parfois, je n'en reviens pas d'avoir fait ça, parce que je me dis, c'est complètement fou sur cette plateforme où tout le monde ne parle que de ses succès, de dire en fait, moi j'ai eu une difficulté. Mais si tu veux, les retours que j'ai eus de ce témoignage, euh, ça m'a fait un bien fou, honnêtement, de voir qu'en fait, je n'étais pas toute seule, que les gens ne m'aimaient pas moins depuis qu'ils avaient découvert que j'avais vécu ça. Et honnêtement, j'ai été très très touchée par ça, par juste la création d'un dialogue autour de ce sujet. Et ensuite, bah, pour tout le reste, alors j'ai expérimenté énormément de choses, parce que j'aime beaucoup être dans l'action. Donc je teste pas mal de choses et j'ai envie de dire c'est un chemin, c'est-à-dire qu'en fait, je ne considère pas que je suis arrivée où que ce soit aujourd'hui. La plupart du temps, ça va. La plupart du temps, je suis en confiance avec le chemin que je suis en train de prendre. Parfois, j'ai des petits doutes. D'un point de vue santé, je vais très bien, mais il m'arrive de me dire que j'ai peur professionnellement de l'avenir. Et donc, du coup, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de yoga. OK. J'ai fait pas mal d'exercices de respiration aussi. Mmh. J'ai testé toutes les disciplines que tu veux, de médecine douce, acupuncture, hypnothérapie, tout. J'ai tout testé. Ostéo, kiné, psychologue, j'ai tout fait. Euh, J'en reviens un tout petit peu aujourd'hui en me disant, en fait, les solutions, elles sont à l'intérieur de moi. Mmh. Et j'ai un peu tendance à aller signer des chèques à droite à gauche pour que d'autres gens me disent ce qu'il faut que je fasse et quelle est la solution pour moi. Je continue certaines choses. Je continue à avoir le psychiatre une fois par mois juste pour s'assurer que d'un point de vue médical, je vais bien. J'ai une coach qui me suit Mmh. et je continue à faire de l'acupuncture. Donc, tu vois, je continue certaines choses, mais la plupart du temps, en fait, c'est un travail qui je pense doit se faire de mois à mois. Un travail d'écriture, beaucoup. J'écris tous OK, les jours. c'est C'est une intéressant ça. discipline que je me suis donnée, en fait. Dès que je me lève, j'écris. Et je trouve que c'est hyper important de le faire comme ça au réveil parce que tu n'as encore rien mis dans ta tête, ni ton Mmh. portable, ni ce qui se passe. Et vraiment, je vide ma tête. Et ça, c'est une discipline que je me suis donnée dès le moment où j'ai commencé à aller mal l'année dernière. C'est intéressant, tu Parce le qu'en fais fait, dans la limite un dernier mois. espèce de journal, journal, type intime, journal Ouais, quotidien et cetera? OK. exactement. Moi, j'ai un petit cahier dans lequel j'écris à la main. Je trouve ça important de le faire à la main. Mmh. Et j'ai commencé à le faire l'année dernière, j'écrivais toute la nuit. En fait, si tu veux, mon rythme de sommeil, c'était que je dormais de 23h à 2h du matin à peu près. Et à 2h, Ouais. j'étais réveillée avec une sorte d'enclume d'angoisse sur la poitrine. Et à ce moment-là, je me levais et, et je grattais du papier toute la nuit pour essayer de sortir un peu cette angoisse. D'ailleurs, c'est assez édifiant de relire, tu vois, d'avoir ces traces-là, parce qu'en fait, le Ouais. cerveau est bien fait, on oublie complètement Oh oui. l'état dans lequel on était. Et aujourd'hui, franchement, si j'ai un doute sur à quel point j'ai avancé cette année, il suffit de réouvrir mes cahiers de l'année dernière pour voir mon niveau de détresse, en fait. Et Mmh. aujourd'hui, je continue à faire ça tous les matins, à écrire, et je trouve que c'est une bonne petite pratique à intégrer dans sa journée. Ça prend pas beaucoup de temps. Et moi, j'aime bien les choses assez efficaces en général. Et là, Ouais. vraiment, 30 minutes, ça change un peu la couleur de ta journée, je trouve. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'encourage beaucoup aussi avec mes clients et cetera. Dès que tu veux prendre, aller vers une évolution, que tu veux changer quelque chose ou comme ça, le fait d'écrire, déjà, c'est libérateur, comme tu le dis. C'est vraiment une manière de discuter avec soi-même, hein, et en plus, Mm. ce témoignage, cette trace de pouvoir revenir et se dire: «Ah mais j'en étais là? Ah ouais, quand même!» Parce qu'on a toujours tendance à s'auto-juger, tu sais, à se dire: «Ouais, mais non, il y a pas grand-chose qui a changé» ou bien: «Bah, de toute façon, c'est toujours,
complètement la foire dans ma tête ou etc. Mais en fait, le fait de revenir à ce passé et à ce témoignage écrit, c'était toi, hein, je veux dire, c'est toi qui l'as écrit. Dire: «Ah ouais, Mmh. j'étais dans cet état-là, j'écrivais de cette manière et j'ai écrit ça, je le ferai plus aujourd'hui». Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand je me relis, j'ai du mal moi-même à comprendre l'état d'angoisse que c'était. Mmh mh. Et je comprends mieux du coup pourquoi pour les proches, c'est très compliqué en fait à Ouais. vivre comme période parce que c'est incompréhensible en fait. Sur le papier, tu as tout pour être heureux, tu as un boulot, un mari, une vie, des amis, Mais tout alors va bien pourquoi tu l'es quoi. pas? Parfois, mais pourquoi tu fais pas la chose? Et en fait, c'est vrai que c'est très difficile pour les proches, je pense. Et tu vois, je viens d'écrire justement ce matin un texte là-dessus, une sorte de lettre pour les proches, parce que je réalise en fait à quel point ça les touche aussi en fait. Quand quelqu'un va pas bien dans ton entourage proche, tu sais pas forcément quoi faire, comment réagir. Et alors en plus, quand c'est une sorte de mal invisible comme ça, où tu vois, c'est pas une jambe cassée où tu peux remonter le moral et apporter les courses. En fait, là, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. La personne elle-même ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Et du coup, j'avais envie vraiment de prendre un peu le temps de donner quelques éclairages en fait aux proches de personnes qui traversent un burn-out aujourd'hui. Et puis c'est aussi, d'une certaine manière thérapeutique pour toi. Ça te permet de partager cette évolution, ça te permet de te motiver aussi, je pense, à aller plus loin, à aller chercher, chercher les choses à régler et cetera. De pas il y a cette espèce de petite motivation où tu te dis pas que tu vas abandonner parce que tu es pas tout seul dans l'aventure. Il y a aussi d'autres personnes qui sont là Mm. avec toi et qui partagent aussi les mêmes difficultés et cetera et je pense que, ouais, c'est un petit peu ces ces personnes derrière qui te poussent à Ouais. être meilleur, en fait et à continuer. Honnêtement, oui, aujourd'hui dans ce projet, je ne sais pas où il va aller ce projet. Mmh mh. Je dirais pas que c'est un projet professionnel aujourd'hui parce que bon, déjà je gagne pas d'argent avec et je suis pas sûre, si tu veux, que je vais passer les 30 prochaines années à parler de burn-out. Je sens Ouais. déjà qu'à titre personnel, cette épreuve, bon, bah, plus le temps passe et plus je m'en éloigne, heureusement, et que voilà, je vais pas forcément me former spécifiquement sur ce sujet. Mmh mh. Néanmoins, je suis très contente d'avoir ça parce que à la fois c'est thérapeutique, effectivement, tu as raison. Euh, Parce que ça m'aide à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, ça m'aide beaucoup d'avoir des réactions de mes proches ou de gens que je ne connais pas à ce partage-là. Ça aide les autres aussi, et tu vois, le moindre petit message que je reçois des gens qui prennent le temps de me dire que ça leur a fait du bien, que ça leur a plu, que ça les intéresse, moi, c'est vraiment une source de joie pour moi. Et aujourd'hui, je me dis que ce projet-là, c'est le point de départ de ma future vie professionnelle. Donc, je reprends effectivement les conclusions de ce bilan de compétences d'il y a 2 ans en me disant, voilà, j'ai envie d'aller vers de l'accompagnement, j'ai envie Mmh. d'aller vers de la transmission. Ça peut prendre plein de formes différentes, de la formation, de l'enseignement, du mentorat. Et en fait, aujourd'hui, je m'autorise à explorer ça. J'ai la chance de pouvoir avoir le chômage, euh, donc ça me donne une certaine sécurité. Mmh. Et du coup, je me culpabilise pas avec ça parce que je me dis qu'en fait, c'est un privilège, certes, de pouvoir se dire à 32 ans, je prends du temps pour explorer et définir mon futur professionnel. Certes, c'est une chance, mais en fait aussi, je trouve que c'est un peu un devoir quand on a les Ouais. moyens de le faire. En fait, justement, je me dis, bah voilà, ce serait, j'ai pas le droit en fait de rester dans un taf qui ne m'épanouit pas, alors que j'ai toutes les cartes en main pour aller chercher quelque chose d'autre en prenant un peu mon courage à deux mains. Donc là, j'ai pas eu le choix, mais au final, je suis assez contente de me dire, voilà, je me donne un peu de temps pour rencontrer des gens dans ces domaines-là, pour faire des tests, pour faire éventuellement des remplacements. Enfin voilà, je suis un peu dans cette optique-là Ouais, tout à fait. et je me donne à peu près 1 an pour définir en fait comment je peux gagner ma vie. En tout cas, ce qui est assez sûr aujourd'hui, c'est que j'ai envie que ce soit à mon compte, quoi. Que ce soit? J'ai pas entendu. Que ce soit à mon compte, d'être À ton compte. indépendante. OK. Donc tu as déjà, défini ça. C'est un des points Ouais, sur lesquels, tu as OK. j'ai envie Ça, il y a besoin j'ai pour que besoin ça de avance. liberté. Ouais. OK. C'est intéressant cette, ce sujet, le fait que tu te sentes un petit peu que tu aies pu en tout cas te sentir un peu coupable sur le fait de prendre cette pause à la recherche de toi-même par rapport,
à ce qu'on attend de soi, à ce que les autres attendent de soi, à ce que la société attend de nous aussi. Mais finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a tous besoin de faire à un moment? Parce que je pense pas qu'on nous laisse l'opportunité vraiment, c'est pas pour critiquer le système ou quoi que ce soit, mais la manière dont le système est fait nous permet pas de s'explorer, en fait. D'explorer notre propre être en tant que notre mental, notre corps, nos émotions, notre identité, en fait. On nous permet pas ça quand on est enfant. Tout de suite, on doit aller à l'école, on doit rendre des choses d'une certaine manière, on doit s'asseoir d'une certaine manière. Enfin, voilà, il y a vraiment tout de suite cette exploration de l'extérieur, c'est-à-dire des compétences. On apprend à lire, on apprend à écrire, etc. Mais il n'y a pas vraiment de temps, en fait, pour cette exploration intérieure qu'on devrait avoir. On l'a un tout petit peu avant de commencer l'école, où on commence vraiment à jouer, etc., et à explorer un petit peu ces choses-là, mais je pense pas que ça soit suffisant. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose qui est tellement restreint, en fait, dans notre évolution, qu'il y a un moment où ça doit ressortir, en fait, cette recherche. Mais je suis d'accord, hein, c'est ce qui me donne envie aussi aujourd'hui de m'impliquer dans les domaines d'éducation parce que je pense qu'on apprend beaucoup de hard skills, apprendre à lire, apprendre à compter. On n'apprend pas forcément à parler de ses émotions, à réfléchir à ce dont on a envie, qui est peut-être différent Mmh. de ce que les autres attendent de nous. C'est vrai. Après, je pense que moi, je ne me posais pas tellement ces questions-là. En vrai, il y a 10-15 ans, quand j'ai choisi ce que j'allais faire, Non, pour bien être sûr. honnête, j'aurais pu faire autre chose et je ne l'ai pas fait. Mais j'avais peut-être besoin de ce temps. Et aujourd'hui, effectivement, la pause, si tu la prends pas toi-même, on va pas te la servir sur un plateau. En revanche, ce qui est bien et vraiment même génial, c'est de pouvoir avoir comme ça, donc dans mon cas, une rupture conventionnelle et donc le chômage, c'est quand même une sécurité financière géniale pour se donner l'opportunité d'essayer d'explorer, de monter son propre projet. C'est quand même une grande chance. Attends 2 secondes. Je vais t'interrompre 2 secondes parce qu'il y a le chien qui arrête pas de faire des petits couinements. Je vais juste, demander à ma femme de lui donner, ses friandises parce que là, elle a faim. Très bien, J'arrive dans 1 minute. pas de problème. Letty? Parce qu'elle vient vers moi, je fais hop, voilà, désolé. Pas de problème. Je ne l'entendais pas. Tu l'entendais pas? Bon, bah, ça va, alors peut-être que personne l'a entendu. Ah, là, il était juste à côté, là, il commençait à faire: «Donne-moi à manger!» Bah, écoute, déjà, c'est hyper intéressant tout ça et ma question, ouais, la question suivante que j'avais, c'est comment tu vois un petit peu ta voie maintenant pour, justement pas retomber dans ces travers? Qu'est-ce que tu essaies d'explorer maintenant dans ton futur un petit peu? Quelles sont les habitudes que tu as envie de mettre en place ou bien les petit peu les prises de conscience que tu as pour ce nouveau chemin en fait que tu veux parcourir et explorer? Ouais, effectivement, je pense que, comme je te disais, j'ai décidé, c'est sûr, de changer le fond, c'est-à-dire Mmh. de plus faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi, mais je sais que je dois aussi agir sur la forme. Donc, je suis assez vigilante là-dessus et je pense que c'est un premier point, c'est d'avoir conscience que tu as une tendance à te jeter, à être perdu dans tout ce que tu fais et que peut-être ce serait bien de temporiser. Ce que je fais aujourd'hui, c'est déjà de commencer la journée par prendre 1 heure pour moi. Vraiment le matin, moi je suis une lève-tôt et je prends vraiment 1 heure où personne n'existe à part moi, quoi. Alors, je n'y arrive pas tous les jours, mais la plupart du temps, j'essaie de vraiment me dire, je suis désolée, je prends du temps pour écrire, pour faire un peu de yoga, pour aller faire un petit tour dehors, juste marcher, sans objectif en fait, en me disant, voilà, je prends du temps pour décider de ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et je trouve que ça m'aide à me poser. Et après, professionnellement,
j'ai tendance à dire oui très facilement. D'ailleurs, pas que professionnellement, tout court. J'ai tendance à entendre le oui qui sort de ma bouche quand on me demande quelque chose avant même d'avoir pris le temps de réfléchir. C'est un peu embêtant. Aujourd'hui, mon temps, c'est mon bien le plus précieux. Et j'essaye d'en faire bon usage. Donc, quand on me propose quelque chose, je me restreins, je me réfrène de dire oui tout de suite et je réfléchis. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai envie de le faire aussi? Et je m'autorise à dire non aux autres parce que je considère qu'en fait, c'est une façon de me dire oui à moi. C'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant très longtemps. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ose dire non en fait à des missions qu'on me propose, par exemple. Même si sur le papier c'est super, même si les autres pensent que c'est super, j'essaye de m'écouter moi, de descendre dans mon corps justement parce que je pense que c'est important de renforcer le lien au corps, ce que j'avais pas fait jusqu'à présent. Et donc vraiment, j'essaie de me dire qu'est-ce qui se passe dans mon ventre en fait quand je réfléchis à cette possibilité-là. Et en réalité, si on est super attentif à ça, c'est assez clair en fait. Tu sens vite, c'est ton estomac et il fait des petits loopings de waouh, excitation, plaisir, ou juste pas envie en fait. Et t'as pas forcément besoin d'aller plus loin que bah, j'ai pas envie en fait. Et si j'ai pas envie, je le fais pas et c'est tout quoi. Et donc voilà, j'apprends petit à petit à dire non. Je pense que le fait d'être à mon compte et donc de potentiellement prendre seulement des missions, ça me rassure beaucoup aussi de ce point de vue-là. Je me dis, au pire, si je prends une mission et que je me rends compte qu'en fait, ça ne me plaît pas, et ben, ce sera une bonne leçon pour la prochaine fois. Et aussi, c'est un engagement dans une durée qui est courte. Donc voilà, je ne suis pas infaillible. Je sais que je continuerai parfois à accepter des choses que j'ai pas envie de faire, privilégier les besoins des autres aux miens. Mais j'essaie d'en avoir conscience et de travailler là-dessus chaque jour un peu, quoi. Tu l'as dit, hein, c'est petit à petit, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Et je pense que ça, c'est difficile à accepter quand on est. Enfin, tu vois, moi, j'aime bien les résultats vite. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, par exemple, avec un truc comme la méditation. Euh, Mhm. plein de gens qui m'en ont parlé, qui se disent que ça a changé leur vie. Et en fait, moi, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que je l'ai fait quelques fois et en fait, c'est pas une baguette magique, quoi. Tu ressens pas les effets immédiats juste après. Et du coup, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mhm. Aujourd'hui, du coup, je me suis un peu déculpabilisée là-dessus. Je me suis dit, bon, je suis peut-être pas faite pour méditer 2 heures par jour. En revanche, donc j'essaie de faire 3 fois 5 minutes dans la journée. Ou mieux, je fais rien, je respire. Et je fais ça avec une petite appli qui s'appelle Respire Relax. Et vraiment, je me dis, voilà, c'est un peu ma petite discipline. 5 minutes, c'est le bon timing pour moi pour me dire, ça me prend pas trop de temps, voilà. Et, euh, Et en même temps, je commence à sentir voilà, que effectivement, ça me fait du bien. Mais oui, c'est pas magique. Oui, ça demande du temps, de l'implication. Et c'est peut-être le plus grand apprentissage de tout ça, c'est que il n'y a pas de bouton stop du mal-être et de bouton bien-être. C'est faut bosser, faut avancer. Et même les gens qui aujourd'hui vont très bien, se sont trouvés professionnellement, sont heureux, en fait, se disent que eux-mêmes ils continuent à avancer, qu'ils ne savent pas où ils en seront dans 2 ans. En fait, la vie, elle n'est pas statique, quoi. Et à Oh la non, fois, il ça y me a fait bien peur quelque chose, parce c'est. que moi, j'aime bien savoir, j'aime bien contrôler, donc ça me fait un peu peur. Mais en même temps, c'est aussi ça un peu le sel de la vie, quoi. On l'a vu dernièrement qu'on ne peut pas tout planifier. Tu sais, pendant le confinement, j'étais chez mes beaux-parents qui ont une maison en banlieue parisienne. Et un jour, donc c'était un mardi matin, j'allais faire les courses dans cette ville. Et je me suis dit, mais imagine, il y a un an, on t'aurait montré une courte vidéo de toi marchant un mardi matin dans les rues de la Garenne-Colombe, alors que tu as un travail, que tu habites à Paris 18e. Quel est le rapport? Et vraiment, je me serais dit, mais n'importe quoi, impossible. Et en fait, voilà, c'était typiquement un truc qu'on ne pouvait pas prévoir. Et paradoxalement, moi, tu vois, je ne l'ai pas trop mal vécu parce que j'étais déjà dans une telle zone d'incertitude que Mhm. quelque part, le fait que les autres soient aussi dans une zone d'incertitude, ça m'a un peu fait du bien. En fait, je me disais, voilà, pendant le confinement, les gens, ils travaillaient de chez eux. Et du coup, j'étais pas la seule à Ouais. être chez moi toute la journée. On était plusieurs. Il y avait mon mari qui était avec moi, justement. Et en fait, vraiment, ça m'a un peu remise dans la normalité, en fait, le confinement. Bah ouais, t'es plus l'outsider, t'es plus la personne hors de la société. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est un point qui soulage quand même énormément, hein. Puis je voulais revenir justement sur la méditation dont tu parlais. Je trouvais intéressant de faire une petite parenthèse là-dessus, parce que souvent,
ici en Occident, on comprend la méditation un petit peu de travers, où on a, cette espèce d'attente de résultats, en fait. Pratiquer tout le temps la méditation pour le but Mmh. qui va en résulter. Alors que fondamentalement, ça vient d'une culture qui est tellement différente où on n'est pas du où c'est pas du tout orienté justement sur ce bénéfice. En fait, c'est plus une hygiène de vie, comme on se brosse les dents ou quoi que ce soit. Et c'est très intéressant Mmh. cet aspect quand on est comme toi, on a besoin de ces résultats et cetera et que c'est ce qui est la problématique. C'est marrant à quel point la méditation va complètement à l'opposé de ça et on y cherche aussi ce résultat dans cette pratique. Et c'est vrai que quand on entend n'importe quel, maître de méditation, maître zen et cetera, ils vous diront: «Non, c'est il y a pas de but en fait à la méditation. Tu t'assois puis c'est tout. Il y a juste pas de but, c'est juste être, point». Et alors nous, D'accord. on est là: Et «Non mais heu, what? Je comprends pas bien là». bah, c'est probablement une conséquence de la démocratisation du sujet, c'est que en fait, quand ça se démocratise, ça perd un peu de son essence. Bien évidemment. Aujourd'hui, voilà, il y a plein d'applis qui te proposent de méditer en moins de 3 minutes, et en réalité, voilà, on n'a pas, tout le monde n'a pas lu, les grands livres des moines bouddhistes et ne sait pas forcément quelle est la culture derrière. Tout le monde en a entendu parler aujourd'hui, tout le monde a déjà essayé une ou deux fois et effectivement, je pense que c'est un état d'esprit. Moi, je reconnais que c'est quelque chose qui me fascine autant que ça me paraît complètement étranger. Tu vois, j'ai des copains qui me parlaient de la méditation vipassana. Je sais Mmh. pas si tu vois ce que c'est. C'est Ouais, un tout à truc qui fait. dure 10 jours Mmh. où tu médites en gros pendant 10 jours. T'as pas le droit de parler, je crois. Et surtout, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit de lire. Et vraiment, mais je me disais, mais je pense que je deviendrais folle de passer 10 jours en tête à tête avec moi-même si je peux même pas écrire en fait. Et à la fois, ça me fascine. Je me dis, ce genre d'expérience, ça va être incroyable et tout ça. Et en même temps, je pense que pour quelqu'un comme moi qui est assez speed et qui fait beaucoup de choses, ce serait super dur à vivre. Donc voilà, Ah, faut c'est jamais des dire jamais, expériences, mais incroyables, mais je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'aller vivre ce genre de choses et vraiment, les 5 minutes que tu pratiques déjà, c'est excellent et moi, je conseille à tout le monde, tu vois, de commencer justement par ça, par ces applis, par tout ça, de commencer à faire vraiment ces 5 minutes. C'est, c'est simplement que rappeler à tout le monde que c'est pas un outil magique et que c'est pas, on a un problème, on applique la méditation comme un médicament et nos problèmes sont résolus. C'est surtout ça, en fait. Mais pratiquer même 3 minutes, même juste dessiner et être dans un état méditatif quand on ouais, dessine ou peu importe, en fait, juste se retrouver, ce petit moment où l'état se calme, où on est focus sur une chose en particulière, où il y a le reste qui passe un petit peu plus, qui passe dans le silence et cetera, pour se focaliser sur cette tâche unique. Simplement ce genre de choses, c'est déjà un énorme bénéfice dans sa vie de manière générale et pas spécialement sur un but en particulier, mais simplement juste dans le fait de vivre, en fait, d'être. ouais, Tout à fait. complètement. Bah, ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai aussi commencé à faire. Je ne fais plus qu'une chose à la fois. Que je suis Mmh. vraiment la reine du une chose à la fois. Par exemple, regarder la télé, pour moi, c'est absolument impossible de regarder la télé sans faire autre chose en même temps. Couper des légumes, me faire les ongles, être sur mon portable. En fait, je fais toujours ça. Et je suis très très fan de podcasts. Et donc, par exemple, bah, le podcast, ça m'accompagnait partout. En fait, je vais courir, j'écoute un podcast, je fais les courses, j'écoute un podcast, je cuisine, j'écoute un podcast. Et en fait, parfois, je me rends compte que j'ai même pas vraiment bien écouté parce que je suis en train de faire autre chose, en fait. Et du coup, c'est un peu ma résolution, c'est une chose à la fois. Et ça me permet d'être effectivement plus focus et de pouvoir atteindre un peu cet état parfois de flow quand tu fais une seule chose. Ça peut même être cuisiner, en fait, où tu te rends compte que juste tu laisses passer les pensées et que tu te mets dans une sorte d'état méditatif, même si c'est pas de la méditation à proprement parler. Super. Vraiment très, très intéressant. Je pense que je vais finir juste sur une question que j'aime bien poser à tout le monde. Parce qu'en général, quand on a passé une certaine épreuve et qu'on a traversé quelque chose et qu'on a choisi une voie différente, en fait, peu importe si on s'en est sorti complètement ou pas, hein, la question, c'est pas du tout d'être arrivé à un état parfait ou quoi que ce soit. J'y suis de loin pas, donc je vais pas faire l'apologie de ça. Mais quelle est maintenant ta vision du bonheur dans ta vie? Quelle est ta vision du qu'est-ce que c'est être heureux pour toi, aujourd'hui? En quelques mots, qu'est-ce que c'est pour toi?
Je travaille encore, mais c'est de réussir à faire avec les cartes que la vie me donne, en fait. J'ai longtemps pensé qu'il me fallait. Je me suis beaucoup projetée dans l'avenir. Je me suis dit qu'en fait, je serais heureuse quand j'aurai ce super boulot, et quand j'aurai cette super promotion, et quand j'aurai un bébé. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'essaye juste de me dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà et que je ne sais pas ce que la vie a en stock pour moi demain. J'ai appris un peu à lâcher du lest sur le contrôle de ma vie parce que je sais que c'est pas dans mes mains et que du coup, si je veux être heureuse, il faut que je joue avec les cartes qu'elle m'a données aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai quand même de la chance parce qu'elle m'a donné une jolie vie avec un mari que j'aime et qui m'aime et qui m'a soutenue dans cette épreuve, un chat que j'aime beaucoup aussi, plein d'amis, une famille autour de moi. Et en fait, voilà, ça c'est mes cartes aujourd'hui. Et j'essaye de les jouer du mieux que je peux et de ne pas être tout le temps en train d'en attendre des nouvelles pour me sentir enfin bien. J'aime bien. Ça me parle beaucoup. Ouais. Être heureux, pas attendre d'être heureux demain, mais plutôt être heureux aujourd'hui. Ouais. C'est du boulot. Ouais. Mais après, c'est peut-être un état aussi assez naturel finalement, si on s'écoute un petit peu. Être joyeux, on a le choix, hein. Ouais, exactement, on a le choix. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tout. C'est vraiment très très intéressant. J'espère que ça a aidé d'autres personnes qui pourront se sentir un petit peu attachées à ce sujet du burn-out ou qui vivent un état de cette je vais retrouver mes mots, hein, qui vivent un état similaire à ça. Et que ça pourra leur donner des options, en fait. Et puis, peut-être aussi d'aller voir ton blog. Si tu peux nous rappeler le nom de ton blog. Et puis, je le mettrai de toute façon Ouais, en lien en description. Et puis, ça pourra peut-être aider d'autres ouais, personnes ou ça pourront trouver s'appelle des outils. ouais, ça s'appelle un cadeau mal emballé.com. Et du Voilà. coup, je suis assez active aussi sur Instagram. Et je poste des podcasts, du coup, c'est beaucoup de conversations avec des gens qui ont été confrontés, soit personnellement, soit qui travaillent dans ce domaine-là, au burn-out, sous forme de conversation un peu comme celle qu'on vient d'avoir, pour justement voilà, proposer des pistes et des histoires aussi pour s'identifier et essayer d'aller mieux. Super. Bah, si le sujet vous parle et vous intéresse, foncez. Il y aura tout en description. Bah, merci Super, pour tout. merci beaucoup. Et je te souhaite une excellente journée. Et continue comme ça. C'est hyper intéressant. Et fonce, quoi. Super. Merci Yannick.